jusqu'au chien de berger, en passant par l'homme. Et nous voici avec un animal qui peut se soulever du substrat, dans l'eau ou sur terre. Pourquoi Tiktaalik a-t-il acquis cette nouvelle ossature? Les autres fossiles découverts près de lui pourraient nous éclairer. De grands poissons prédateurs de près de 4 mètres de long vivaient dans le même habitat. Tiktaalik est une proie. Pour échapper à ses prédateurs, il n'a pas une infinité de solutions. Il peut grossir, se cuirasser ou se sauver. Neil Shubin pense que Tiktaalik a choisi cette dernière option. Avec ses nageoires ressemblant à des membres, il aurait pu se traîner jusqu'en lieu sûr, sur la terre ferme. Mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Ça n'explique pas le mécanisme génétique par lequel, au lieu d'une nageoire, on a une patte. Tiktaalik étant vieux de 375 millions d'années, il est impossible d'analyser son ADN. Neil Shubin doit trouver un de ses cousins, un poisson apparenté, toujours en vie. Il nous fallait un spécimen appartenant à la bonne branche de l'arbre évolutionnaire, mais qui est aussi une nageoire très charnue. Alors on est parti à la pêche. Plusieurs espèces répondent à ces critères. La préférence du paléontologue va à l'une d'elles en particulier. Le poisson spatule. Ce sont de drôles de poissons. Ils ont un rostre très allongé. Et ils sont voraces. Dans un même bassin, le taux de mortalité est très élevé parce qu'ils se dévorent entre eux. Cet habitant des eaux peu profondes du Mississippi est un fossile vivant. Les scientifiques ont passé des années à étudier les liens de parenté entre diverses espèces de poissons. Ils savent que le poisson spatule est l'un des derniers survivants de la classe à laquelle appartenait Tiktaalik. Mais contrairement à son lointain cousin, on le trouve en abondance. On consomme les œufs du poisson spatule. Il suffit donc d'aller les chercher dans les élevages. Curieusement, le poisson spatule est encore plus primitif que Tiktaalik qui est éteint. Ses nageoires ressemblent beaucoup moins à des pattes. Étant apparentés, tous deux devraient cependant avoir le même patrimoine génétique. Neil Shubin analyse donc des embryons de poissons spatules à la recherche des gènes homéotiques liés à la fabrication des nageoires. Il se concentre sur un groupe en particulier. Les gènes OX. Il découvre alors que ces derniers jouent un rôle clé dans la formation des nageoires du poisson spatule. Une partie des gènes OX active le premier stade de leur développement, un gros cartilage qui est rattaché à la ceinture scapulaire. Curieusement, ce sont les mêmes gènes qui produisent l'os long du membre antérieur de tous les tétrapodes, y compris l'homme. Chez le poisson spatule, un autre groupe de gènes OX commande le stade suivant du développement des nageoires. Or, ce sont les mêmes qui contrôlent la croissance du radius et du cubitus chez l'homme. Enfin, ces mêmes gènes, mais travaillant dans un ordre différent, forment l'ensemble des os de l'extrémité de la nageoire. Et c'est encore une fois la même séquence de gènes qui façonne nos doigts et nos orteils. Cette découverte est capitale.
Soudain, quelque chose est venu combler le fossé qu'on pensait infranchissable entre les tétrapodes et les poissons. Si Tiktaalik possédait les mêmes gènes, cela signifie que les poissons préhistoriques étaient déjà porteurs de presque tout le matériel génétique nécessaire pour faire des bras et des jambes. Il a suffi de quelques mutations, de quelques changements dans le timing et l'ordre des gènes activés ou inhibés pour qu'une nageoire devienne un membre. L'évolution n'a pas besoin de créer de nouveaux gènes ou de nouvelles combinaisons pour produire des nouvelles structures. En reconfigurant les anciens, elle invente de véritables merveilles. Il est donc aujourd'hui possible de répondre en partie aux interrogations de Darwin. Les scientifiques ont en effet mis en évidence des éléments qui permettraient d'expliquer que tous les tétrapodes soient des descendants des poissons. En son temps, le naturaliste avait aussi provoqué un véritable tollé en établissant un parallèle avec certains de nos proches parents. Peu après le retour de Darwin, un orang-outan nommé Jerry a été exposé à Londres. C'était la première fois qu'on voyait un grand singe en captivité. Darwin a été frappé par son comportement très enfantin. Il y a vu de nombreux traits humains. Lorsque Darwin avance que l'homme descend du singe, il est violemment pris à partie. Il s'attaque à un dogme intouchable. Dieu a créé l'homme à son image et il est supérieur à toutes les autres créatures. De nos jours, il est communément admis que nous partageons bien un ancêtre commun. Le problème, c'est qu'après avoir séquencé le génome de l'homme et celui du singe, nous sommes face à une nouvelle énigme. Katie Pollard est spécialiste de l'ADN du chimpanzé. Étant donné les différences entre les deux espèces, on pourrait s'attendre à avoir un tout autre ADN. En fait, il est identique à 99%. Soit juste un tout petit écart de 1%. La question n'est plus comment des animaux aussi différents peuvent-ils être apparentés, mais plutôt comment des animaux apparentés peuvent-ils être aussi différents? Cela, Darwin ne pouvait pas le savoir. Des réponses commencent à émerger. L'une d'elles est fournie par la génétique d'un des organes les plus précieux de l'homme, la main. La main humaine est une merveille de technologie. Agile, adroite, il n'y a rien de comparable dans la nature. Elle offre une combinaison unique de précision et de force grâce à un doigt en particulier, le pouce. L'une des caractéristiques de la main humaine est la capacité du pouce à toucher les 4 autres doigts. Ça nous permet de former une pince qui nous donne une grande précision. On peut également appliquer une grande force dans ce contact. Quand on tient une balle, en fait, on la pince et on peut y mettre beaucoup d'intensité. Un avantage indéniable pour jouer au baseball. Pourquoi possédons-nous des outils aussi polyvalents comparés à nos proches cousins? Jim Noonan s'est fixé pour mission de le découvrir. Il s'est lancé dans l'étude de ce petit 1% d'ADN que nous ne partageons pas avec les chimpanzés. L'une des questions fondamentales de la science est qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? C'est ce que nous tentons de savoir. Qu'est-ce qui fait que les humains sont des humains? C'est un long travail. 1%, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est tout de même 30 millions de lettres chimiques
les A, T, C et G de l'ADN. Le génome est vaste. On ne peut pas déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas juste en examinant une séquence. Jim Noonan finit pourtant par repérer quelque chose dans l'ADN humain. Une séquence qui diffère en 13 endroits de celui du chimpanzé. L'ennui, c'est qu'il ignore quelle est son action. Pour le savoir, il l'implante dans un embryon de souris. Et pour suivre plus facilement ses effets, il la lie à un gène marqueur bleu. Il pourra ainsi voir l'endroit où la séquence s'activera dans l'embryon. Au cours du développement, celle-ci semble agir un peu partout. Mais elle interfère plus particulièrement sur l'extrémité de la patte. C'était super. L'image était frappante. Jim Noonan s'aperçoit que l'ADN humain agit sur le pouce et le gros orteil de l'embryon de souris. Il semble avoir trouvé un switch qui permet de former un des attributs essentiels de l'homme, le pouce, la partie de la main qui nous donne force et précision. Cette force et cette précision qui nous permettent de tenir un pinceau, de manipuler des outils, de piloter un avion de chasse, de noter nos pensées, toutes ces choses qui nous séparent des autres primates. Avoir une main préhensile est une chose, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et pour ça, l'homme dispose d'un autre organe hors norme. Son cerveau. Le cerveau humain est 3 fois plus gros que celui du chimpanzé et présente une structure totalement différente. Pour comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes, il est primordial de savoir comment a évolué cet instrument extraordinaire. Darwin lui-même était bien en peine de l'expliquer. C'est d'ailleurs pour cela que ses détracteurs n'admettaient pas sa théorie des origines de l'homme. Aujourd'hui, une hypothèse surprenante pourrait expliquer en partie ce développement exceptionnel. Le docteur Ansel Steadman est un athlète accompli qui n'aurait jamais imaginé résoudre l'un des plus grands mystères de l'évolution. Il a consacré sa carrière au traitement de la dystrophie musculaire, une grave maladie dégénérative, parfois mortelle. C'est un choix qu'il a fait pour des raisons très personnelles. Ma rencontre avec la dystrophie musculaire était inévitable. J'ai 2 frères qui en sont atteints. La dystrophie musculaire est une maladie génétique. Elle est causée par la mutation d'un gène qui prive les muscles de leur capacité d'autoréparation. Une séance d'escalade comme celle-ci doit détruire quelques